Bonjour à tous. Alors déjà, pourquoi le rôle des Aquitains dans la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, même j'ai précisé septentrionale. Alors déjà, à la fin du XVIIIe siècle, sur les cartes par exemple, sur divers documents, à propos des États-Unis, on parle des États-Unis d'Amérique septentrionale. Ce qui d'ailleurs est parfaitement juste, puisqu'il y a d'autres pays dans les deux Amériques, nord, centre, même trois avec Amérique centrale et sud, qui s'appellent États-Unis comme les États-Unis du Mexique par exemple. Donc même si ça paraît évident que quand on parle des États-Unis, de savoir lesquels il s'agit, il est bon de savoir que il est plus juste de préciser. Voilà. Alors ça, c'est un point. Et alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce sujet? C'est que je suis le délégué régional à Bordeaux et je suis administrateur sur le plan national d'une association qui s'appelle la Société en France des Fils de la Révolution américaine, qui regroupe des descendants directs de personnes qui ont contribué à l'indépendance des États-Unis. Et donc, comme c'est une association qui recrute sur des critères généalogiques et qui s'intéresse à l'histoire des relations franco-américaines du XVIIIe siècle à nos jours, et plus particulièrement à la guerre d'indépendance américaine, recrutant sur des bases généalogiques et s'intéressant donc à la généalogie, ça ne peut pas laisser indifférents les généalogistes que vous êtes. Donc, je tiens à votre disposition des dépliants de présentation de cette association si ça vous intéresse. Et aussi quelques numéros de notre organe, l'Alliance franco-américaine, notre bulletin. Bon. Alors, la question donc qui se pose, c'est quelle est la place des Aquitains parmi les participants français à la lutte qui aboutit à l'indépendance des États-Unis? Et qui sont-ils? Il n'existe pas de recensement unique et exhaustif de ces acteurs. C'est un peu comme pour la guerre de 1870 et comme beaucoup d'autres sujets analogues. Donc, pas plus pour l'Aquitaine que pour la France entière, évidemment. Mais on peut donner un aperçu de ce vaste chantier historique et donner quelques exemples de personnalités illustrant la variété de ces cas rencontrés. Alors, je vous ai mis là deux cartes qui présentent d'une part les 13 colonies anglaises fondatrices des États-Unis d'Amérique en mauve foncé à gauche, et puis à droite l'ancienne région aquitaine aux 5 départements. Par convention, c'est ce territoire dont je vais parler, parce que j'ai commencé à m'intéresser à ça avant la réforme des régions et que je suis le délégué régional à Bordeaux. Alors, donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, il me paraît nécessaire de présenter différentes catégories de ces acteurs, ce qu'on ne peut faire avec pertinence qu'à l'échelle nationale. Et donc ensuite, on va s'intéresser à ceux qui sont originaires de l'Aquitaine. Donc l'Aquitaine, je vous ai dit de quelle Aquitaine je parle. Je vais m'intéresser en priorité aux 3 départements côtiers, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques, parce que les littoraux et leurs arrière-pays ont joué un rôle particulièrement important dans cette guerre, parce que cette guerre s'est jouée d'abord sur mer. Qui contrôlait l'Atlantique Nord gagnait la guerre, en gros. Quelques portraits d'Aquitains ayant contribué à l'indépendance des États-Unis nous donneront une idée plus concrète de la variété des participants à ces événements. Et je donnerai pour finir un aperçu des principales sources utilisables dans les archives publiques françaises et aussi une bibliographie sommaire. Alors oui, Lafayette n'était pas aquitain, mais c'est juste pour symboliser la première catégorie, la première sous-catégorie, puisqu'il y a des militaires et des civils, et au sein des militaires, on pense en tout premier lieu aux volontaires qui se sont engagés dans l'armée continentale américaine du général Washington, le plus célèbre d'entre eux étant Lafayette.
mais je ne les mentionne que pour mémoire parce qu'ils sont très peu nombreux, ils sont très rares. Alors, la marine royale, alors là, c'est tout le contraire. Là, c'est un monde fou. Puisque, je vous l'ai dit, cette guerre s'est gagnée d'abord sur mer. Alors, la marine de guerre française de l'époque, qui a été engagée en totalité ou en quasi-totalité dans ce conflit, c'est environ 72 500 hommes. Donc, c'est considérable. On est allé chercher des marins partout où on pouvait en trouver, ou presque, même si d'autres ont joué un rôle à titre civil dans cette guerre. Donc il n'y a pas que dans la marine de guerre. Et je vous ai présenté ce tableau représentant la bataille de la Chesapeake, puisque c'est la bataille navale la plus célèbre de la guerre et celle qui a joué le rôle le plus essentiel pour le tournant du conflit, même si la guerre se continue ensuite jusqu'en 1783. Autre catégorie, parmi les militaires de l'armée de terre, les garnisons de vaisseaux. Alors qu'est-ce que c'est? Alors il se trouve que l'Ancien Régime a échoué plusieurs fois à mettre sur pied des unités spécialisées en nombre suffisant pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'infanterie de marine. À défaut, on a donc pris en temps de guerre dans les régiments de l'armée de terre des détachements pour constituer ce qu'on appelait des garnisons de vaisseaux à bord des navires de la Royale, pour remplir les missions de ce qu'on appelle aujourd'hui l'infanterie de marine. Et beaucoup de ces hommes sont morts pendant la guerre d'Amérique à cause des conditions d'insalubrité de ces longues croisières ou dans des opérations, par exemple, de prise ou de reprise d'une île aux Britanniques dans les Antilles. Dans des opérations combinées, donc marine, armée de terre. Alors, parmi les régiments qui ont donné des garnisons de vaisseaux, il y en a plein. Je vous cite ici le Royal italien. Alors, rien que pour le port de Brest, les registres conservés au château de Vincennes montrent que pour chacune des années 1780, 81 et 82, donc pas pour toute la guerre, il y a eu plus de 10 000 fantassins, alors au total 29 149 hommes en 3 ans, qui ont ainsi embarqué à bord des navires de guerre pour des garnisons de vaisseaux, pour des périodes allant de quelques mois à plus de 2 ans. Alors bien sûr, il y a, et ça c'est beaucoup plus connu que les garnisons de vaisseaux, les unités de l'armée de guerre engagées outre-mer, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, parce qu'on s'est battu dans cette guerre contre les Britanniques partout où on pouvait le faire. Donc pas seulement sur le territoire des 13 États-Unis révoltés contre les Britanniques. Le cas le plus célèbre, bien sûr, c'est celui du corps expéditionnaire de Rochambeau, qui comprenait environ 5000 hommes, qui est parti de Brest pour les États-Unis en 1780. Ce sont ces troupes-là qui ont combattu à Yorktown, et c'est pour ça que je vous montre ce tableau représentant la capitulation du général britannique Cornwallis après la bataille de Yorktown, qui est le tournant de la guerre, bataille qui a pu être gagnée grâce à la victoire navale de la Chesapeake quelques semaines précédemment. La Chesapeake dont je vous ai parlé il y a un instant. Mais il n'y a pas que ce théâtre d'opération, comme je vous l'ai dit, il y en a d'autres, notamment aux Antilles, où l'armée française a quand même mobilisé 39 bataillons. Dans l'océan Indien, alors ça c'est plus modeste, 6 bataillons, au départ, parce qu'il y a eu des renforts engagés par la suite. Donc avec Guichen, l'amiral de Guichen, il y a 3 000 hommes qui partent aux Antilles au printemps 1780. Avec De Grasse, il y a 5 580 hommes pour la Martinique et Saint-Domingue, donc encore aux Antilles, l'année suivante. Et il faut ajouter 6 régiments coloniaux qui dépendent, eux, du ministère de la Marine et des Colonies et pas du ministère de la Guerre. 4 aux Antilles, 1 à Pondichéry et 1 à l'Île-de-France, soit environ 8 000 hommes. Alors, il y a aussi ceux qui ont participé, puisque l'Espagne est entrée en guerre à nos côtés au milieu de la guerre.
ceux qui ont participé à la prise de Minorque, donc aux Baléares, Minorque qui était britannique depuis la guerre précédente, et puis au siège de Gibraltar, qui a été la grande victoire britannique de la guerre, puisque Gibraltar n'a pas été prise et est restée britannique grâce à ça jusqu'à nos jours, mais, au grand dépit des Espagnols. Et il y a quand même plus de 4000 hommes, pour ne parler que des Français, qui ont participé à la prise de Minorque ou au siège de Gibraltar. Alors, à tout ça, il faut ajouter les milices et les artilleurs défendant les côtes et les ports, en métropole ou dans les colonies. Et ça, je vous donnerai un exemple concret par la suite, dans le cas de l'Aquitaine. Il y a eu aussi une tentative de débarquement en Angleterre qui n'a pas eu lieu, pour laquelle on a massé des troupes en Bretagne et en Normandie en 1778-79. Alors ça a eu un effet stratégique important parce que ça a fait très peur aux Anglais, et ils ont massé des troupes dans le sud de l'Angleterre pour se prémunir contre cette menace, des troupes qui n'ont pas pu utiliser sur d'autres théâtres d'opération. Alors, je vous ai dit qu'il n'y a pas que des militaires, il y a des civils. Le plus célèbre de ces civils, c'est certainement Beaumarchais, qui, en tant que négociant armateur, avec notamment son propre argent, mais aussi de l'argent du roi, a donc contribué considérablement à équiper l'armée américaine du général Washington. Alors, bien sûr, il n'est pas aquitain, mais il y a des civils qui sont de chez nous en Aquitaine, qui ont contribué en tant que civils à l'indépendance des États-Unis, comme nous le verrons tout à l'heure. Il y a des armateurs, capitaines de navires et marins au commerce. Pourquoi ? Parce qu'il y a des navires de transport, qui sont des navires de commerce, qui ont été réquisitionnés pour la logistique des corps expéditionnaires que nous avons envoyés outre-mer pendant cette guerre, comme par exemple le corps de Rochambeau, parce que la marine de guerre n'avait pas les capacités suffisantes pour transporter tous ces soldats. Et il n'y a pas que les soldats, il y a tout le matériel nécessaire à la guerre, donc pour l'armement bien sûr, ou les munitions, ou la poudre, mais également de quoi nourrir tout ce monde. Donc il faut des civils derrière tout ça. Bon. Il y a des banquiers qui ont contribué au financement de tout cet effort de guerre, et il y en a un dont je vous parlerai qui est bordelais. Donc là, ça vous donne un panorama de la diversité de ces Français qui ont contribué à l'indépendance des États-Unis. Alors maintenant, je viens sur l'Aquitaine. Alors d'abord, quelles sont les caractéristiques de notre région en ce qui concerne notre sujet ? Alors c'est d'abord une des principales régions de la façade atlantique de la France métropolitaine. À ce titre, bien qu'elle n'abrite aucun port de guerre, même si Rochefort n'est pas loin, et bien sûr, si je parlais de la Nouvelle-Aquitaine, il faudrait inclure Rochefort, mais ça serait un sujet encore plus vaste. Donc malgré ça, l'Aquitaine joue un rôle important parce que l'Aquitaine a des marins, notamment. Alors à Bordeaux, à Bayonne et aussi dans d'autres ports secondaires. Justement, parlons un peu du port de Bordeaux. C'est le point de départ de nombreux navires de transport contribuant à la logistique des corps expéditionnaires partis de Brest. Bordeaux est aussi à l'époque une place financière et commerciale importante, spécialisée notamment dans les relations avec les Antilles. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est à un banquier bordelais que le pouvoir royal fait appel pour mettre à la disposition de l'escadre française des Antilles une somme colossale en piastres espagnols pour pouvoir rééquiper sur place soldats et marins. J'en dirai deux mots dans un instant. Alors, les marins basques, là, si je prends l'ensemble de l'Aquitaine, du littoral aquitain, les marins basques ont aussi fortement été mis à contribution. Et il y a aussi des régiments en garnison dans certaines places de la région, alors très peu, à vrai dire. Nous ne sommes pas une région où il y a beaucoup de garnisons importantes. Mais il y en a qui sont partis combattre.
C'est le cas d'Auxerrois infanterie en garnison à Blaye jusqu'en 1777, mais qui plus tard traverse l'Atlantique pour combattre. Comme partout en métropole, il y a des Aquitains qui, à titre individuel, faisaient partie de l'armée de terre et qui ont combattu pendant cette guerre. C'est ainsi qu'il y a eu des Périgourdins, par exemple, qui ont combattu. Mais il n'y a aucune spécificité régionale là-dedans, évidemment. Alors, les dossiers de membres d'associations de descendants de contributeurs à l'indépendance des États-Unis, comme les Cincinnati, dont je ne vous ai pas encore parlé, et comme les Fils de la Révolution américaine, dont je suis membre et dont je viens de vous dire un mot, permettent d'identifier quelques combattants de la guerre d'Amérique originaires d'Aquitaine. Alors, on en trouve seulement quelques dizaines, parce que ces associations comprennent certes quelques centaines de membres, ce qui n'est pas rien pour une association, certes, mais c'est très peu par rapport à nos effectifs potentiels. Et donc, s'il y a quelques centaines de membres actuels, ça veut dire quelques dizaines ou tout au plus quelques centaines d'ancêtres qualifiants. Voilà. Et de quelques dizaines, quelques centaines quand même d'ancêtres qualifiants, parce que là, quelques centaines pour la France et quelques dizaines pour l'Aquitaine. Voilà. Mais nous avons aussi un travail qui a été publié de Thomas Flichy sur la noblesse militaire de Guyenne au XVIIIe siècle, qui nous fournit une vingtaine de noms supplémentaires, dont 8 marins. Alors, Gilbert Bodinier a fait un travail remarquable qui s'appelle le Dictionnaire des officiers de l'armée royale qui ont combattu aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance. Ça, c'est un gros volume qui a connu plusieurs éditions. Et ça permet d'ajouter plusieurs dizaines de noms à cette liste, mais bien sûr, ce ne sont que des officiers de l'armée de terre et seulement ceux qui ont combattu sur le territoire des 13 colonies révoltées. Donc pas ceux qui ont combattu, par exemple, à Minorque ou à Gibraltar ou dans l'océan Indien. Alors maintenant, nous allons nous concentrer sur les 3 départements côtiers. D'abord, la Gironde. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Parmi les officiers de l'armée de terre qui ont fait la guerre d'Amérique et originaires de l'ancienne Basse-Guyenne, on peut noter des noms comme ceux de 3 futurs lieutenants généraux, Charles-Louis de Montesquieu, dont le nom est plus célèbre que son prénom, puisque c'est le petit-fils de l'auteur de l'Esprit des lois. Il était officier d'état-major dans le corps expéditionnaire de Rochambeau. Il y a aussi Robert Dillon, ou Dillon, colonel en second de la Légion de Lauzun, également dans le corps de Rochambeau, donc d'une famille d'Écossais installés en France depuis déjà longtemps à l'époque, et au passage connu comme viticulteur en Gironde. Et puis son frère, François Théobald, aide-de-camp de Châtelus, donc également dans le corps expéditionnaire de Rochambeau. Alors on pourrait ajouter certainement plein d'autres noms d'officiers, mais je ne vous donne là que quelques exemples. Un sondage fait sur des rôles d'équipage d'une dizaine de navires de guerre a donné 27 noms de marins originaires du quartier maritime de Bordeaux, sur un total de plus d'1 millier de noms. Mais la proportion de marins girondins étant très variable d'un navire à l'autre, il n'est pas possible de généraliser cette statistique. Mais ça donne quand même des noms supplémentaires. Alors, je vais parler plusieurs fois d'une base de données essentielle pour notre sujet, qui est très inégale parce que c'est une base de données qui est remplie par des bénévoles, et notamment des généalogistes amateurs. Lafayette GenWeb, donc qui enregistre des Français ayant combattu pendant la guerre d'indépendance américaine. Elle contient 2205 individus de tout grade, marins et soldats, originaires de l'actuel département de la Gironde. Donc, ce n'est pas, et on est loin du compte. Donc, ça montre qu'il y a un vrai sujet. Alors, il y a le cas très particulier des corsaires. Alors, en Basse-Guyenne, donc pour l'essentiel à Bordeaux et dans l'estuaire de la Gironde,
il y a assez peu de vrais corsaires pendant la guerre d'Amérique. Du moins si on ne prend en compte que ceux qui ne sont que corsaires, armés en guerre. C'est-à-dire dont la guerre de course est la seule mission. Parce qu'il y avait aussi, sous l'Ancien Régime, des navires armés en guerre et marchandises pendant les guerres, c'est-à-dire des bâtiments de commerce ayant l'autorisation de faire la guerre de course s'ils en avaient l'occasion, en plus de l'objectif commercial qui est premier. Alors, un grand nombre de ces navires armés en guerre et marchandises a servi à la logistique des corps expéditionnaires partis de Brest pendant la guerre d'indépendance américaine. Ceux-ci ont donc contribué à l'effort de guerre, mais pas en tant que navires corsaires. Sauf exception, si au retour, croisant un navire marchand britannique, ils en profitent pour faire une prise. Le petit nombre de vrais navires corsaires aquitains pendant la guerre d'Amérique, et pas qu'aquitains, français plus généralement, est dû au fait que jusqu'en juillet... Alors, non, ça c'est français plus généralement, mais pas pour cette raison-là. Pour cette raison-là, c'est spécifiquement aquitain. Et dû au fait que jusqu'en juillet 1779, les armateurs bordelais et basques pouvaient profiter du pavillon espagnol qui était encore neutre pour faire des affaires. Donc, ils n'armaient pas en course, ce qui est plus dangereux, plus risqué. Et alors, la raison qui est, elle, une raison nationale, enfin propre, qui n'est pas propre à l'Aquitaine, pour laquelle il y a peu de corsaires dans cette guerre, c'est parce qu'après 1779, le système des convois fonctionne très bien, de mieux en mieux. Ce qui est vrai d'ailleurs aussi pour les Britanniques. Donc, à la fois, il vaut mieux continuer à faire du commerce par le système des convois protégés par la marine de guerre. Et d'autre part, comme les Britanniques en font autant, si on arme des corsaires, on a moins de chances de faire des prises. Donc, au total, il y a assez peu de corsaires. Alors, ce n'est pas négligeable quand même. Un dépouillement des pages sur la guerre d'Amérique de l'annexe du livre « Les corsaires de Bordeaux et de l'Estuaire » de Daniel Binot donne seulement une quinzaine de navires bordelais armés en guerre. Enfin, c'est toujours ça. Ce n'est pas tout de même, ce n'est pas tout à fait rien. Alors, même si c'est très peu. Alors, c'est peu surtout par rapport à la longue liste de navires armés en guerre et marchandises pendant la même guerre, mentionnés aussi dans ce livre. Mais je vous ai expliqué pourquoi ce ne sont en général pas des navires qui ont eu une activité corsaire. Maintenant, nous passons aux Landes. Alors oui, bien sûr, ce port tel que vous le voyez, c'est au XXe siècle et au XXIe siècle. Mais il y avait déjà un port à Cap-Breton à l'époque. Parce que bon, les Landes ne sont pas connues pour être un département de marins, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors, je ne vais pas commencer par les marins. Mais, il fallait bien que je vous trouve une illustration. Donc, celle-là demeure pertinente puisqu'il y a des marins de Cap-Breton qui ont fait la guerre d'Amérique. Alors, je vais commencer, comme pour la Gironde, par vous citer des officiers. Alors, le plus célèbre, c'est le chevalier de Borda, et qui est célèbre pour d'autres raisons, notamment. Il était chef de division navale. Il a donné son nom à la société de Borda, société savante dans les Landes. Mais il est loin d'être le seul. La noblesse landaise a donné des officiers à l'armée et à la marine royale, comme ailleurs en France, et notamment des officiers qui ont contribué à l'indépendance des États-Unis. Il y a aussi, en plus de Borda, alors, le chevalier Antoine Jean-Paul Lebas de Girangy de Claye, promu enseigne de vaisseau à 20 ans en 1780. Alors, il est né à Mézin en Lot-et-Garonne, mais il était propriétaire d'une seigneurie dans les Landes, à Mauvaisin d'Armagnac, et il est marié à une landaise. On peut citer aussi Jean-François Dumoulin de la Barthette, un nom bien connu dans les Landes, lieutenant-colonel au régiment de Touraine en 1779. Cernin Barthélemy Dumoulin de la Barthette, son fils, lieutenant dans le même régiment. Jean-Ignace de Bordenave, lieutenant au régiment de Gâtinais, qui reprend son nom de Royal Auvergne suite à la victoire de Yorktown.
Alors on trouve des fantassins landais parmi les militaires ayant fait la guerre d'Amérique dans plusieurs régiments comme Bourbonnais, Infanterie, Soissonnais, Saintonge ou Touraine, par exemple. Alors Lafayette GenWeb, la base de données que je vous ai déjà citée, contient 129 noms de marins et soldats originaires des Landes qui ont fait la guerre d'Amérique. Vous voyez bien que c'est peu par rapport à la Gironde, mais ce n'est pas étonnant, les Landes de Gascogne étant très peu peuplées et en plus n'ayant que le petit port de Cap-Breton, ce qui n'est pas comparable évidemment à l'activité maritime du port de Bordeaux. Alors je vais vous citer, puisque je vous en ai parlé dès le début de cette partie sur les Landes, un marin de Cap-Breton, Guillaume Dutil. C'est un simple matelot qui a combattu sur le Northumberland, un vaisseau de ligne français malgré son nom britannique, construit à Brest en 1779-1780, qui doit son nom à l'origine britannique de son prédécesseur, le premier Northumberland, passé dans la marine française après sa capture en 1744, donc dans une guerre précédente. Voilà. Je suis sûr que si on fouillait davantage, on trouverait d'autres marins de Cap-Breton. Maintenant, nous passons aux Pyrénées-Atlantiques. Alors, je commence aussi par des officiers. Henri-François Léonard, comte de Poudens, 1741-1814. Affini, maréchal de camp. Alors, il a participé à la guerre d'Amérique dans le régiment de Touraine. On peut citer aussi Charles de Casamajor, comte de Charite, fait capitaine de vaisseau en 1777. Il commande le vaisseau La Bourgogne en 1781 à la bataille de la Chesapeake et en 1782 à la bataille des Saintes. Il est promu chef d'escadre en 1784 et il prend sa retraite en 1814 avec le grade de vice-amiral. Bon, je vais passer là pour les officiers. Alors, on trouve des fantassins basques et béarnais parmi les militaires ayant fait la guerre d'Amérique dans un peu les mêmes régiments que ceux des Landes. Lafayette GenWeb contient 700 noms de marins et soldats originaires des Pyrénées-Atlantiques. Et parmi eux, on trouve au moins une centaine de marins originaires du port de Bayonne et au moins autant du port de Saint-Jean-de-Luz. Ce sont pour la plupart des matelots, ce qui est assez logique. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques portraits. Alors j'ai pris 2 Périgourdins, 3 Bordelais et 1 Landais. Je commence par le chevalier du Pavillon. Jean-François Duchéron est né à Périgueux le 29 septembre 1730. C'est un officier de marine et un tacticien naval français de tout premier ordre au XVIIIe siècle. Il a laissé son nom de terre, le pavillon, au drapeau utilisé par son système de signaux pour la communication entre les navires de l'armée les navires de guerre français, les navires de la Royale. Il est l'auteur d'un célèbre traité de tactique navale paru en 1779. Capitaine de vaisseau en 1777, il est major général de l'escadre d'Orvilliers lors de la bataille d'Ouessant en 1778. Dans les années 1780 à 1782, il commande les vaisseaux Le Guerrier puis le Triomphant. Il est blessé à la bataille des Saintes le 12 avril 1782 et meurt 2 jours plus tard des suites de ses blessures. Alors lui, il est très connu à cause des pavillons de marine, évidemment. Alors celui-là, il n'est pas connu du tout. Cet officier, vous voyez qu'il est assez jeune sur ce dessin. Jean-Baptiste dit Charles d'Abzac, d'une très vieille famille de la noblesse du Périgord, est né au château de Cazenac, à Coué-Bigarroc, en Dordogne, en 1754. Il fait la guerre d'Amérique comme lieutenant au régiment royal italien infanterie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, justement dans une garnison de vaisseaux, sur le vaisseau le Pluton, dans l'escadre de l'amiral de Grasse. Il commande 50 à 60 hommes environ lors de la prise de l'île de Tobago aux Antilles. Et il a participé à des combats en mer.
il est blessé lors d'un de ses combats en mer. Alors qu'est-il devenu par la suite? Il a été fait capitaine en 1787. Son unité devient le 2e bataillon d'infanterie légère sous la Révolution. Il est alors en garnison à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Il donne sa démission le 2 juin 1792, valable le 10 août suivant s'il n'est pas rentré, et obtient un congé pour raison de santé pour aller prendre les eaux à Aix-les-Bains pour soigner les conséquences de sa blessure de guerre. Ce n'est pas la première fois qu'il allait dans une station thermale, donc ce n'est pas seulement un faux prétexte, même si là, cette fois-ci, c'est le cas. En fait, il va à l'étranger, Aix-les-Bains, c'est en Savoie, donc à l'étranger à l'époque, mais en réalité, il part rejoindre l'armée des émigrés en passant par la Suisse, alors que son épouse attend un 2e enfant. Il regrette vite sa décision parce qu'il apprend les événements de Paris la journée du 10 août et il considère que la cause des émigrés est une cause perdue. Et il écrit à sa femme, mais ses lettres sont interceptées et servent de preuve pour inscrire son nom sur la liste des émigrés. Cela dit, il rentre en France. Alors, il n'est pas fou au point d'aller dans le département de la Drôme, là où il est beaucoup trop connu. Donc, il va directement chez lui en Périgord en passant par Lyon. Il a une maison à Belvès. Il se fait délivrer des certificats de civisme, mais en voyage pour affaires à Bordeaux et en Lot-et-Garonne, il est arrêté à Montagnac, en Lot-et-Garonne, à cause de sa présence sur la liste des émigrés. Il est envoyé à Agen pour être jugé, il est condamné à mort et il est guillotiné. Alors, je vous avais parlé d'un banquier. Alors, plus exactement, c'est 3 banquiers, mais de la même famille. Abraham Gradis, c'est le seul pour lequel j'ai trouvé un portrait, mais en réalité, il meurt en 1780, donc il n'a pas dû jouer un rôle majeur dans cette affaire. C'est lui, parce qu'elle a continué à diriger l'entreprise familiale à Bordeaux en tant que négociant, armateur et banquier, mais en collaboration avec son cousin germain Moïse Gradis et de plus en plus son neveu David de Gradis. C'est une famille juive originaire du Portugal qui est très connue à Bordeaux. C'est une entreprise familiale florissante qui a pris une importance considérable au XVIIIe siècle à Bordeaux. Ils ont un superbe hôtel particulier qui existe toujours, qui est Cours Victor Hugo, à Bordeaux. Avant la guerre d'indépendance américaine, la maison Gradis avait déjà un magasin à Brest pour fournir des provisions de table en tant que négociant, donc, aux officiers de marine des navires de guerre de ce port. Les Gradis, seuls ou en collaboration avec d'autres maisons de commerce, servaient également de banquiers et de changeurs pour le roi. Il n'est donc pas étonnant que Sartine, ministre de la Marine et des Colonies, fasse à nouveau appel aux Gradis pendant la guerre d'Amérique, à la fois comme fournisseur de la table des officiers des navires partant de Brest et en tant que banquier échangeur pour les besoins de la guerre dans les Antilles. À la demande du ministre, les Gradis partagent avec Beaumarchais la responsabilité de fournir des monnaies d'or d'Espagne et du Portugal au trésorier du roi à la Martinique et à la Guadeloupe pour les besoins de la guerre. Et d'ailleurs, comme le ministère sait bien qu'on risque de rentrer en guerre, même si on n'y est pas encore, en 1777, il commence déjà à leur demander des piastres espagnols dans des quantités importantes. En octobre 1778, donc là on est en guerre, Sartine demande à la maison Gradis de mettre à la disposition de l'escadre qui va partir de Brest de quoi nourrir les officiers de 12 vaisseaux de ligne. Le 21 décembre 1779, la société Gradis signe avec le ministre de la Marine et des Colonies un contrat pour la fourniture de monnaies étrangères pour le service du roi à Saint-Domingue pendant 1 an, de mars 1780 à février 1781, d'un montant total de 9 millions de livres. C'est énorme. Et dans le contrat, il est précisé que ça pourrait continuer ultérieurement aux mêmes conditions pour le versement de la quantité de monnaies étrangères que le gouvernement jugerait nécessaire de faire passer dans les Antilles jusqu'à la fin de la guerre. Et effectivement, ça a continué. Voilà.
Je sais ça grâce au fonds Gradis, aux archives privées Gradis déposées aux archives nationales. C'est un fonds d'une ampleur considérable. C'est dans la correspondance des Gradis avec le ministre qu'on peut trouver, notamment, qu'on peut trouver ce genre d'informations. Mais il y a d'autres sources, toujours dans le fonds Gradis, à ce sujet. Un autre notable bordelais, Daniel Guettier. Alors, à l'époque de la guerre d'Amérique, ce n'est pas du tout un notable. C'est un jeune homme qui est matelot. Il est né à Bordeaux en 1755, dans une famille originaire de Saintonge. Il commence en 1771 une carrière de marin dans la marine marchande. En 1781, il est matelot pendant 3 mois à bord de la chaloupe canonnière La Mégère, un petit bâtiment employé à la défense du littoral contre les Anglais, notamment pour protéger l'estuaire de la Gironde et le port de Bordeaux. Son rôle dans la guerre d'indépendance américaine est donc très modeste. Très modeste, mais manifeste. C'est pas parce que c'est modeste que ça n'existe pas. Alors, il serait resté tout à fait inconnu s'il n'allait pas faire par la suite une carrière commerciale impressionnante. Alors d'abord, il est reçu capitaine de navire en 1781. À son mariage en 1787, sa fortune est déjà évaluée à 150 000 livres. Et sa femme lui apporte 24 000 livres de dot. Il a les moyens d'armer lui-même ses navires et donc il cesse de voyager et il devient négociant armateur. Il achète aussi une plantation de café à Saint-Domingue. La veille de la Révolution, c'est probablement un mauvais placement. Il ne pouvait pas le deviner. Vers 1796, il commence à faire des affaires avec le Britannique Hugh Barton, dont la famille est à Bordeaux depuis déjà longtemps. En 1802, cette relation d'affaires devient la société Barton et Guettier, une des plus importantes maisons de vin de Bordeaux au XIXe et XXe siècle. Daniel Guettier préside la Chambre de commerce de Bordeaux à 2 reprises au début du XIXe siècle. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Louis XVIII le fait baron en 1816. Il achète en 1818 le domaine de Bataillé à Pauillac, donc cru classé, qui sera par la suite un cru classé en 1855. Et 2 ans plus tard, une maison de campagne à Talence. Il est en 1818 l'un des fondateurs de la Banque de Bordeaux, future succursale de la Banque de France. Il relance à Bordeaux les travaux du pont de Pierre avec son ami Balguerie-Suttimbert, à l'initiative de Balguerie-Suttimbert. Daniel Guettier est également actionnaire de différentes sociétés qui se montent à Bordeaux sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Alors je ne vais pas vous citer des noms parce que ça n'en finirait pas. Et comblé d'honneur après une vie bien remplie, il meurt à Bordeaux le 6 septembre 1847. Nous passons à un autre notable bordelais, cousin de Balguerie-Suttimbert que je viens de citer. Alors lui aussi, il n'est pas connu pour sa contribution à l'indépendance des États-Unis. Et pourtant, son cas est intéressant. Alors, il a beau être bordelais, d'une famille bordelaise, avoir fait l'essentiel de sa carrière à Bordeaux, il est né à Montpellier. Parce que son père, qui était bordelais d'origine, s'était installé là pour faire du commerce. Et donc, Jean-Étienne Balguerie, dit junior pour le distinguer de son frère aîné, a commencé à naviguer très tôt. Mais on manque de documents sur cette période. En tant que capitaine de navire, son premier commandement connu, c'est le brigantin le Darcy, du port de Bordeaux. C'est un petit navire très rapide qui est armé en juin 1779, donc en pleine guerre d'Amérique, par l'armateur bordelais Arnaud Lavaux aîné, pour porter aux administrateurs de Saint-Domingue les lettres du ministre de la Marine et des Colonies et pour apporter leurs réponses en métropole. Jean-Étienne Balguerie a l'ordre de jeter ces lettres à la mer au cas, je cite, où il y serait forcé par les circonstances. Fin de citation. Parce qu'elles ne doivent en aucun cas tomber aux mains de l'ennemi. Ce sont donc des lettres secret défense. En fait, c'est destiné manifestement à l'escadre des Antilles, à travers les administrateurs de Saint-Domingue. Donc, c'est une contribution à l'indépendance des États-Unis. Il a aussi une lettre de course dite en guerre et marchandises
pour avoir le droit de capturer ou de rançonner des navires britanniques s'il a eu l'occasion de le faire. Alors, dans un manuscrit resté en famille, son fils Charles Balguerie et son petit-fils William Lotton attribuent à ce navire 2 prises en tant que corsaire. Mais je n'en ai pas trouvé trace dans les archives. Il faut se méfier de ce genre de texte, c'est assez hagiographique, donc c'est peut-être vrai, mais il y a aussi que les prises ont pu être conduites à un autre port, un port allié espagnol par exemple, et dans ce cas, il faudrait chercher. On ne peut pas faire le tour de tous les ports de France et d'Espagne pour trouver des prises éventuelles. Ça serait un travail infini. Alors, par la suite, Balguerie Junior commande l'Infant d'Angole, lui aussi d'armée en guerre et marchandises pour Saint-Domingue pendant la guerre d'Amérique. Mais ça, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Alors, ce navire aurait servi de mouche, c'est-à-dire d'éclaireur, d'après Charles Balguerie, d'après son fils, au convoi de 19 navires marchands rentrés de Saint-Domingue à Nantes le 13 mai 1782. Ce qui suppose que l'Infant d'Angole avait d'excellentes qualités nautiques. Mais notre héros est plus connu pour ce qu'il a fait après la guerre d'Amérique. Il commande de 1783 à 1785 un navire marchand qui s'appelle l'Hippopotame, de 800 tonneaux, ce qui est un de très gros bateau pour l'époque, qui est le premier bâtiment bordelais à aller jusqu'en Chine, à Canton. Et il y a le microfilm de son journal de bord qui se trouve aux archives départementales de la Gironde, où je l'ai fait numériser, et je crois qu'il y en a aussi une copie aux archives de Bordeaux Métropole. Mais ça, je n'ai pas vérifié. C'est un témoignage tout à fait passionnant, mais ça sort de notre propos. Ensuite, il commande quelques autres navires. Alors, Balguerie Junior est connu pour sa participation comme capitaine, puis comme négociant armateur à la traite négrière, comme beaucoup d'autres. Alors, il est également connu pour d'autres choses. À partir de la Révolution, il ne navigue plus parce qu'il dirige sa maison de commerce et d'armement maritime, mais il a également beaucoup armé des corsaires pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. Et il reçoit la Légion d'honneur sous la Restauration pour avoir armé en 1817 le Bordelais pour un tour du monde d'exploration commerciale dont il avait lu l'idée et dont le capitaine, le marquis de Roquefeuille, a publié un récit qui a été un succès éditorial à l'époque. Alors, il a été membre de la Chambre de commerce de Bordeaux, qu'il a présidé à 2 reprises lui aussi, comme Daniel Guettier, conseiller municipal, député de la Gironde en 1827. Enfin bref, il a une carrière de notable, de grand notable bordelais. Il est mort à Bordeaux le 11 mars 1831, laissant à ses enfants une fortune estimée à 745 000 francs. Certains auteurs prétendent qu'il est mort ruiné, absolument pas. Bon. Alors maintenant, je finis par un Landais, Jean-Jacques d'Argoubet, né à Dax en 1762. Au début de la guerre d'Amérique, il est sous-lieutenant au régiment d'infanterie de Rouergue, nommé lieutenant second dans le même régiment en 1783. Donc il participe à la guerre dans ce régiment. Il participe en 1779 au siège de Gibraltar. Puis il est envoyé avec son régiment au renfort du corps expéditionnaire de Rochambeau. Mais le temps d'arriver en Amérique, la guerre est presque terminée. Donc sa contribution, c'est pour l'essentiel le siège de Gibraltar. Alors qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Il est capitaine en 1791, lieutenant-colonel en 1792. Il fait la campagne de l'Argonne en 1792 à Valmy, Jemappes, etc. Donc il fait les guerres de la Révolution. Il est fait prisonnier en septembre 1793 à la capitulation du Quesnoy et il rentre en France en 1795 après 2 ans de captivité en Hongrie. En 1796, il est chef de la 55e demi-brigade de ligne et il sert à l'armée de Sambre-et-Meuse. Puis il passe à l'armée d'Italie. En 1799, il est nommé général de brigade. Il décède à Arzag
dans les Landes le 21 février 1844. Alors maintenant, je passe à ce que vous attendez tous, enfin tous je ne sais pas, mais du moins certains d'entre vous, les sources. Alors les sources principales dans les archives publiques françaises, parce que des sources, il y en a d'autres. Même dans les archives publiques françaises, je ne vais faire qu'un très rapide panorama. Les archives sont dispersées sur un sujet pareil, qui a une importance au moins transatlantique, si ce n'est mondiale, ce n'est pas étonnant. Il y a en tout premier lieu, aux Archives nationales, au site de Paris, le fonds Marine. Dans les sous-séries, alors je vous donne les codes des sous-séries. Évidemment, il y a dans chacune des sous-séries, il y a énormément de documents. Je n'allais pas vous détailler tout ça. Donc, Marine B2, les lettres du ministre de la Marine, la correspondance émise par le ministre de la Marine et des colonies. Marine B3, les lettres reçues par le ministre. Marine C6, les rôles d'équipage des navires de guerre. Marine C7, les dossiers individuels des officiers de marine. Alors, au château de Vincennes, au service historique de la Défense, le SHD, vous avez les sous-séries suivantes. GRXB, les archives administratives des unités en ce qui concerne l'infanterie, donc pour l'essentiel des régiments. Alors là, il y a un peu de tout et c'est une question de chance. Mais on fait des trouvailles parfois tout à fait impressionnantes. Ce sont des cartons qui sont très intéressants, mais on peut trouver un carton où il n'y aurait rien sur la guerre d'Amérique. Et puis le carton suivant dans un autre régiment où il y a énormément de choses intéressantes pour notre sujet. C'est très aléatoire. Le GR1YE. GR, ça veut dire armée de terre et ministère de la guerre. 1YE, dossier d'officier d'ancien régime, armée de terre. 1YF, dossier de pension sur le trésor royal, donc à la fin de l'ancien régime, armée de terre. 1YB, contrôle des officiers de l'armée de terre. 1YC, contrôle des troupes de l'infanterie. Et puis ça c'est pour l'armée de terre, mais vous avez toujours au château de Vincennes, en marine, cette fois MV, donc ça c'est pour Marine Vincennes, CC7, des dossiers individuels d'officiers de marine, en principe à partir de la Révolution, après la Révolution, mais en réalité c'est à cheval sur l'Ancien Régime et le 19e siècle, et donc ce sont des dossiers individuels d'officiers de marine qui complètent la série Marine C7 du Fonds Marine des Archives nationales dont je viens de vous parler. Après, les archives départementales de la Gironde, nous y arrivons. Fonds de l'Amirauté de Guyenne, puisque c'est dans ce fonds qu'on trouve l'essentiel de ce qui nous intéresse. Même s'il peut y avoir des choses intéressantes ailleurs. Je ne fais pas quelque chose d'exhaustif, ce n'est pas possible dans le cadre de cette communication. En 6B 33 à 6B 35, les réceptions des capitaines de navires, maîtres de barques, etc., pour la période de 1777 à 1786, donc qui a inclus la guerre d'Amérique. En 6B 525 à 6B 544, les rôles d'équipage et autres papiers des navires de commerce, là ça s'arrête en 1782, c'est la même période mais ça s'arrête plus tôt. Maintenant je passe aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, pôle de Bayonne et du Pays Basque, puisque dans les Pyrénées-Atlantiques, pour ne pas faire de jaloux, c'est très important que les administrations se distinguent avec un pôle en Béarn, à Pau, et un pôle à Bayonne et le Pays Basque, à Bayonne. Donc les archives départementales ont deux pôles. Comme ça, tout le monde est content. Et alors, le fonds de l'Amirauté de Bayonne se trouve évidemment au pôle de Bayonne et du Pays Basque. Ce sont les cotes B 8761 à 8766. Déclaration de propriété de vaisseaux 1778-1783, ça c'est l'intitulé dans l'instrument de recherche. En réalité, ces registres incluent des commissions pour armées en guerre, donc pour les corsaires, des réceptions de maîtres de navires et de capitaines de navires, et plein d'autres choses. Donc c'est beaucoup plus varié qu'il n'y paraît. Voilà. Alors,
Pour les sources, je m'arrêterai là, mais je peux bien sûr répondre à vos questions. Alors, pour la bibliographie, même sommaire, j'ai dû vous faire mettre ça, ce qui est un peu chargé pour une diapo, mais ça m'était difficile de faire quelque chose de plus clair. Parce que, alors, j'espère qu'il restera quelque chose d'écrit de ces communications, parce que je ne vais pas vous lire tout ça. C'est juste pour vous donner quelques indications. Et puis oui, vous pouvez prendre une photo éventuellement. Voilà. Je vous ai cité précédemment l'ouvrage de Bodinier, celui de Flichy et le site internet Lafayette Genweb, dont je regrette que le lien soit d'une couleur assez faiblarde sur mon écran. Mais bon, Lafayette Genweb, c'est facile à trouver. Voilà. Alors, en conclusion, bien qu'il soit encore aujourd'hui impossible d'affirmer précisément combien furent les Aquitains qui ont contribué à l'indépendance des États-Unis, j'espère avoir montré que leur rôle, sans être probablement aussi massif que celui des marins bretons, a été considérable. Jacques de Trintignant, ancien vice-président de la Société en France des Fils de la Révolution américaine, estimait en 2013 pour toute la France à environ 75 000 les marins des 95 vaisseaux et des 99 frégates qui se relayèrent dans ces combats de la guerre d'Amérique, sans compter quelques bâtiments plus petits, et à 80 000 les fantassins de l'armée de terre, donc des corps expéditionnaires et des garnisons de vaisseaux. Nous avons vu que ces chiffres, aussi élevés soient-ils, ne comprennent pas tous les Français ayant participé à la guerre d'Amérique. La part des Aquitains dans ces chiffres globaux est certainement très supérieure au nombre de ceux qui ont déjà été recensés, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Mais l'inventaire complet reste à établir, et il ne sera peut-être jamais complet d'ailleurs, mais seules des recherches ultérieures pourront nous donner des estimations plus réalistes du pourcentage des Aquitains parmi les Français qui ont contribué à l'indépendance des États-Unis. Mais il est possible d'affirmer qu'une proportion considérable de la population française, et pour ce qui nous intéresse, la population de l'Aquitaine, descend de combattants qui ont contribué à l'indépendance des États-Unis. Et donc, on peut souhaiter que nos compatriotes trouvent au récit de ces aventures des raisons supplémentaires d'explorer les solidarités qui nous unissent à nos amis d'outre-Atlantique. Voilà, j'ai terminé.